si on met la charge sur les footballeurs, parce qu'on aime bien mettre la charge sur les footballeurs, pourquoi on met pas la charge sur les actrices ? Tu vois ce que je veux dire ? Les actrices noires en France, excuse-moi. Mais... Il faut citer les noms, parce que moi... Non, mais il n'y a pas de nom à citer. Prends la majorité. Tu prends la première actrice noire que tu vois en noir. La première présentatrice... Aïssa Maïga, je ne connais pas son mari. Ah bah oui, bon. Moi, je vois qui c'est. Ok, d'accord. Voilà. Si on me demande quel genre de diplôme t'as pour parler d'histoire et tout africaine, je te dirais j'ai le diplôme de mes anciens, quoi. Je le connaissais pas vraiment. Enfin, je connaissais l'image de l'homme, je savais qui c'était, mais je le connaissais pas en tant que Kémy Séba, homme de tous les jours. Tu vois, qui tu es vraiment. Est-ce que tu es le gars énervé qu'on nous montre tout le temps à la télé, ou est-ce que t'es autre chose ? Non, parce qu'il y a pas de plainte. Oui, voilà. Dans une plainte pour viol. Si une femme blanche dit la même chose que Gary, elle dit moi je suis plus ces hommes noirs parce qu'au lit. Meilleurs. Demain, on va tous lui tomber dessus. Espèce de fétichiste, non. Donc là, quel courage il y a à dire je préfère les femmes blanches parce qu'au lit, c'est plus ça. Hello les amis, bienvenue dans un nouvel épisode Real Talk Real Shit avec Gigi. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste stand-upper Lenny Mbunga, qui se qualifie comme étant un humoriste panafricain. On va discuter de tout ça, donc les amis, c'est parti. Hello Lenny, comment ça va ? Ça va Gigi, ça va et toi ? Oui, ça va. Alors dis-moi, comment tu te sens sur une échelle de 1 à 10 ? 7. D'accord, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que il y a des hauts, il y a des bas comme tout, mais 7, moi ça va. Du moment que je suis vivant, je respire, je mange, tout se passe bien dans ma vie, 7 c'est bien, je pense. Ah, tu es positif, parce que 7 c'est quand même une bonne note. Si on part du principe que 1 c'est plutôt bof, et si on parle juste des besoins primaires, 7 c'est quand même très bien. Je suis contente, ok. On continue. Alors, ce qui est bien, Lenny, c'est que tu m'as dit que pendant cette interview, tu n'avais pas de sujet tabou. Bien sûr, il y a des sujets que tu ne voulais pas. Bien sûr, il y a des sujets que je ne peux pas. Que tu ne peux pas, mais dans tous les cas, tu m'as dit que je pouvais te poser n'importe quelle question. Et les amis, dites-vous que j'étais en mode magnifique. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Je veux déjà commencer par te dire que j'aurai des questions qui seront assez ciblées parce que tu as fait plusieurs podcasts. Tu as fait un podcast avec Le Cercle Show. Tu as fait un podcast avec Fafa Lox et Tanguy de Bangui. Ah, donc, beaucoup demandé. Hein. C'est ça. Donc, l'idée, c'est pas de faire une redite. Les amis, pour ceux qui vont aimer et qui vont découvrir maintenant Lenny, si vous voulez en savoir un peu plus sur lui, je vous invite à regarder ces interviews-là. Elles sont excellentes. Je les ai regardées également. Donc, pour commencer, comment décrirais-tu ta personnalité, Lenny ? Je suis un rêveur, je pense, ça c'est la première chose. Ok. Ça date pas d'aujourd'hui, c'est un truc vraiment, je pense, de naissance. Je suis un rêveur qui a une grande bouche et qui se laisse pas marcher dessus. D'accord. C'est intéressant que tu dises que tu es un rêveur parce que justement dans tes blagues, ce sont des blagues, mais en même temps, elles sont tellement vraies et cash dans la façon dont tu les présentes avec notamment des faits historiques qui sont vérifiés et donc réels, que quand tu me dis que tu es un rêveur, j'ai du mal à corréler en fait les deux. Quand j'étais plus jeune, ma matière préférée, c'était l'histoire. Pourquoi ? Parce que c'est une matière qui te permet d'imaginer, de rêver, de penser. On parle de grands hommes qui ont fait de grandes choses, qui ont fait des grandes batailles. Donc, ça te permet de rêver. En ça, je suis un rêveur. Et quand tu t'apprends certaines histoires, tu rêves de certaines possibilités qui auraient pu se passer ou qui peuvent se passer encore. Et donc, en ça, je suis un rêveur, ouais. En ça, partager le truc... Ouais, non, sur ça, je suis un gros rêveur, quoi. J'aime... l'histoire... me laisse à penser qu'on peut rêver et sortir des vérités et dire des vérités. Justement, en parlant d'histoire, c'est une parfaite transition pour moi parce que je voulais te poser la question de savoir qu'est-ce que tu dis à des gens qui disent justement mais ce mec-là, en fait, il est trop intelligent, il devrait écrire des livres ou enseigner à l'université. Pourquoi est-ce qu'il se retrouve en fait devant des gens en train de faire le bouffon ? Déjà parce que c'est quoi l'intelligence ? Ça, on me dit toujours, c'est quoi l'intelligence ? Accumuler des savoirs, ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Ça fait de toi quelqu'un qui a une très bonne mémoire, mais ça fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Tu peux avoir accumulé énormément de savoir et faire de très grandes conneries. Il y a des gens qui ont accumulé énormément de savoir et qui ont balancé des bombes nucléaires. Donc je peux te dire que ça fait pas des gens intelligents.
Maintenant, pourquoi j'écris pas des livres Alors, et des livres, ça arrive, hein, en vrai. Ok. Je suis dessus. Ah. Et pourquoi, je sais pas, des conférences, tout. J'avais déjà fait 2-3 à la Sorbonne et tout, trois petites conférences. C'était cool, mais c'est pas un exercice qui me plaît tant que ça, plus que ça. D'accord. Ça veut pas dire que je le referai pas, hein, c'est sûr que j'en referai, c'est sûr. Mais ça me motive pas plus que ça. Je préfère en rigoler, quoi. J'aime le rire, franchement, ça me permet de dire pas plus de choses, en tout cas. D'accord, on va revenir sur ça. Mais je voudrais donc j'ai une question là qui me vient en tête parce que tu disais que donc tu as pu faire des conférences et toi à la Sorbonne. Concrètement, tu as fait des conférences dans le cadre d'événements ou c'était vraiment des conférences en mode je suis dans l'amphithéâtre et je fais une conférence sur un sujet. Alors, c'était en mode je suis dans un amphithéâtre et je fais des conférences sur un sujet. D'accord. Mais c'était j'étais invité par des associations, souvent c'était des associations noires de la Sorbonne, comme ça, à venir en parler et discuter et donner des points de vue. Donc, en ça, c'est une conférence parce que ça dure un peu plus d'1 heure et que tu donnes vraiment ton point de vue. Maintenant, c'est ce que je dis, c'est pas un truc que je ferais tout le temps. J'adore débattre, j'adore discuter et tout, mais 1 heure de conférence... C'est pas moi, en vrai. Alors, qu'est-ce que tu vas dire aux haters qui vont dire « Non, mais il dit qu'il n'aime pas faire ça parce qu'en fait, il n'a pas le diplôme pour. » Mais moi, j'ai toujours dit que j'étais pas je suis pas... C'est ce que je dis, je suis pas un conférencier. Mais est-ce que tu as des diplômes? That's the question. Non, j'ai le bac, point. Okay. J'ai pas plus de diplômes que ça. Je suis pas en cours d'histoire. Encore une fois, je me considère pas comme un... Si on me demande quel genre de diplôme t'as pour parler d'histoire et tout africaine, je te dirais j'ai le diplôme de mes anciens, quoi. J'ai le diplôme de mes ancêtres. J'ai le diplôme de pas mal de professeurs afro qu'on met pas en avant, que tu verras pas en cours, que tu verras pas à la Sorbonne, que tu verras pas à Sciences Po, mais qui ont fait leurs études là-bas, mais qui sont pas validés par ton éducation nationale. C'est là la différence. Ouais. Alors... Est-ce que ce qu'ils disent est moins con ou moins pertinent ou moins recherché? Je ne pense pas. Donc en ça, oui, j'ai les diplômes de la rue, si tu veux. De la rue. Quand je dis de la rue, c'est pas la street, hein, je dis de la rue... Et même si c'était la street, où est le problème? Non, mais c'est pas en mode j'ai les diplômes de la rue, parce que je veux pas dire... Ah, maintenant ils se donnent un côté street, alors que c'est pas vrai du tout. Mais non, c'est plus le diplôme le diplôme des anciens, le diplôme des ancêtres. Ouais. Franchement, j'ai appris à côté de profs comme Omotunde, professeur Kovi et tout. Donc pour moi, c'est des professeurs qui valent autant que vos professeurs. Non, je suis d'accord. Et je suis persuadé que ces gens-là, s'ils pouvaient me passer un diplôme, ils me le donneraient. Ouais. Je suis presque une convaincue sur le sujet. Là, après, t'en as qui te diront oui, mais quand même, le diplôme, ça te donne une certaine légitimité. Et dans une certaine mesure, je peux comprendre. Après, bon, moi qui baigne dans le milieu comment dire, du 440 où clairement c'est rempli de Sciences Po, etc. Bon, c'est pas le diplôme qui égale intelligence, mais mais regarde, on est rempli de gens qui ont fait Sciences Po, qui font le 440 et tout. Est-ce qu'ils rendent ce monde meilleur? Non, mais d'où le fait que... Mais c'est ça qui est dangereux. Le problème, c'est dangereux, c'est qu'on a dit, ok, on va faire un truc à la méritocratie, ceux qui ont le diplôme, ils vont faire les meilleures choses. Mais regarde, toute notre vie, on a délégué, c'est ça le problème, on a délégué à des gens qui avaient des diplômes, qui avaient des titres, qui avaient des trucs, et regarde où on en est. On en est à un moment où, on doit tous se poser des questions, et je pense que beaucoup de gens, et je vois autour de moi, beaucoup de gens qui avaient des diplômes se mettent maintenant à faire des métiers manuels, parce qu'ils savent très bien que bientôt leurs diplômes leur serviront plus à grand chose, je pense. Après, tu vois, sur le sujet des diplômes, moi, j'ai envie de dire, il y a des cons partout. Je ne pense pas que c'est parce qu'on a donné le mandat, en fait, à des personnes qui sont allées dans ces écoles-là que le monde va mal. Je pense, en revanche, qu'on a donné un mandat à des personnes qui manquent d'intégrité, qui n'ont pas de caractère assez fort pour, justement, tenir cette intégrité-là quand ils sont au sommet, ce qui fait que, en fait, long story short, ils en ont rien à à un moment donné de la populace et ce n'est que qui compte. Donc après, sur le fait des diplômes ou pas, j'ai envie de dire, t'as des cons avec des diplômes, t'as des cons sans diplôme. Et ça a toujours été comme ça, toi et moi, nous n'étions pas nés et ça continuera après notre mort. Donc avançons s'il te plaît pour revenir sur ce que tu aimes, ta passion, le rire, les blagues. Bien sûr. Tes blagues sont courageuses, conscientes et mettent clairement mal à l'aise. Avant qu'on se dise les choses, on est dans real talk, real shit, donc on se dit les choses. J'ai regardé
Donc en préparant cette interview, pas mal de tes blagues. Et à chaque fois que je regarde tes blagues, il y en a qui m'ont... Enfin, il y a certaines blagues pour lesquelles j'ai rigolé. Mais la plupart de tes blagues, je me suis dit, en fait, c'est juste vrai. Et waouh, quel courage de pouvoir le dire. Donc d'où le fait que je trouve que d'abord, elles sont courageuses. Donc je voudrais te poser cette question. D'où tu puises ta force? Et je vais te donner un élément de contexte. Chez Fafalox, tu as dit que une de tes inspirations, en tout cas un comédien que tu aimais bien, c'était notamment David Chappelle. Et figure-toi que ça ne m'a pas du tout étonnée. Pourquoi ? Parce que David Chappelle est le seul humoriste américain qui, quand même, en 2018, faisait un sketch sur Kathleen Jenner, qui avait gagné en 2015 le fameux prix Glamour de la femme de l'année, alors que ça faisait 1 an qu'elle avait fait sa transition d'homme à femme. Et donc, il fallait être courageux, clairement, pour faire cette blague-là, parce que, clairement, il savait derrière qu'il pouvait être blacklisté par Hollywood. D'où ma question, où est-ce que tu puises ta force pour rester courageux et faire toutes ces blagues qui mettent mal à l'aise des millions de personnes, noirs et blancs? Je crois que je puise ma force du fait qu'ils sont mal à l'aise. Explique-nous. Si tu mets les gens mal à l'aise, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a forcément quelque chose. T'es mal à l'aise quand t'arrives pas à expliquer quelque chose, ou t'es mal à l'aise quand t'as pas mis des mots sur quelque chose. Ça veut dire que si en parlant de ces sujets-là, ça te met mal à l'aise, il faut poser la question de pourquoi ça te met mal à l'aise. Te dis pas, ouais, il me met mal à l'aise parce qu'il fait des vannes. Non, pourquoi ça te met mal à l'aise? Pourquoi ça te dérange? Maintenant, faut creuser tout le temps et aller plus loin. Donc, pourquoi ça te dérange? Pourquoi quand c'est moi qui te le dis, ça te dérange? Parce que je suis sûr que ce serait un autre. Ça te dérangerait pas. Tu penses? C'est sûr. C'est sûr. Il y a des vannes. Je le vois. J'ai un autre pote à moi, j'ai un pote à moi qui fait des blagues sur la colonisation parce qu'il a voyagé. Blanc européen. Ça passe toujours. Et il me dit, je sais que je peux me permettre de dire ces choses-là parce que je suis blanc. D'accord. Parce que venant de ma bouche, ça va passer comme, oh, il fait une revendication. Moi, ça me va. Hein. C'est ta façon de penser. Si t'es mal à l'aise, c'est toi qui es mal à l'aise. Moi, ça va. Je passe un bête de moment. Maintenant... Encore une fois, je suis pas là pour mettre les gens à l'aise. Hein. Je suis là pour faire mon métier et faire ce que j'aime. Et faire ce que j'aime, c'est mettre les gens mal à l'aise. Donc c'est parfait. D'accord, donc tu aimes ça, mettre mal à l'aise. Est-ce que tu penses quelque part que c'est nécessaire, en tout cas en 2024 et dans les années qui vont suivre, de le faire? Mais ça a toujours été nécessaire en vrai. Que ce soit avant comme maintenant, les gens qui me mettent mal à l'aise ont toujours été nécessaires. Que ce soit à l'époque des rois avec les bouffons, comme jusqu'à aujourd'hui avec les humoristes ou autres. Ce qui est ouf, c'est de se dire qu'on le perd, quoi. C'est plus ça qu'il faut dire. Parce que si tu dis... Tu as l'impression qu'on le perd? Mais si tu dis, est-ce qu'on en a besoin aujourd'hui, c'est qu'on l'a perdu, déjà. D'accord. Si tu dis, est-ce qu'on en a besoin dans les situations, c'est que... Normalement, on devrait pas en avoir besoin, parce que normalement, ça devrait être tout le temps là. Des gens qui viennent et qui prennent la parole sur des sujets. Ça devrait être H24. Si on en a besoin, c'est qu'on n'avait pas assez déjà. Alors... Moi, si tu veux, je te pose cette question-là parce que je me suis toujours, tu sais, je suis une personne sceptique. C'est-à-dire que je me pose toujours la question de savoir si c'est nécessaire. Personnellement, tous les humoristes que je regarde, pour le peu d'humoristes que je regarde, ce sont des personnes, en fait, qui vont te faire des blagues et qui vont dire ce qui est, même si ça provoque du rire. Parce que j'aime les personnes qui... Je dirais pas dérangent, mais qui sont assez à l'aise dans leur botte pour dire ce que tout le monde pense tout haut. Et donc... De fait, je suis attirée et je regarde les contenus de ce type d'humoriste, tout simplement. Maintenant, tu as d'autres personnes, parce qu'il faut de tout pour faire un monde, comme mon mari me dit tout le temps. Et donc, pour ça, je me dis, tu as des personnes, quand ils regardent des contenus d'humorisme, en fait, ils n'en ont rien à faire de tout ce que tu nous dis de l'histoire africaine, qui est vrai. Mais en fait, eux, ils veulent juste rigoler. Ils veulent un vrai bouffon. D'où ma question. Mais parce qu'il y a aussi l'époque qui veut ça. Alors, j'explique, c'est qu'on est rentré dans une ère de consommation. Enfin, on est déjà dans l'ère de consommation. Donc, tout devient consommation. L'humour devient consommation. Si tu regardes en vrai, quand tu te poses 2 minutes, tu regardes Instagram, tu te poses 2 secondes sur Instagram, tu verras qu'il y a énormément de vidéos d'humoristes, choses qu'il n'y avait pas avant. Il y a énormément de vidéos, des fois des vidéos d'impro, t'as des vidéos de tout. Et
c'est alimenté tous les jours. Ça fait que quand tu as des trucs que tu alimentes tous les jours, c'est soit on a tous en France des génies dans l'humour et je le savais pas parce que pour alimenter tous les jours c'est que t'es un génie, soit 90% des choses que tu vas te dire c'est de la merde ou ça n'a aucun intérêt en vrai. Et le problème c'est que quand t'as commencé t'es demandeur et tu manges. Des fois c'est pas drôle du tout, mais comme t'as sympathisé, t'aimes l'image de la personne, des fois il va juste dire des choses et tu vas dire c'est tellement vrai alors que tu sais même pas ce qu'il est en train de raconter. Je vois énormément quand tu te regardes 2 secondes sur Insta, tu fais ah ouais, les gens sont vraiment dingues. Ça valide parce que tu valides la personne mais tu ne valides pas l'idée ou le fond. Ça c'est clair. Parce que si tu valides le fond, c'est dangereux ce que tu es en train de faire. Non, je suis d'accord sur le sujet, effectivement. Bon, on va avancer. J'ai quelques questions qui sont plus liées à ta condition d'homme noir. Alors, Amen. Amen. Alors, j'ai souffert. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, tu as fait les plateaux à succès comme Canal+, le Paname Art Café, tu as fait donc Click TV, tu as joué également sur des belles scènes, le Montreux Comedy Festival, je veux dire ça c'est international, tout le monde qui a un peu de culture ou s'intéresse un petit peu à l'humour savent que c'est the place to be pour les stand-uppers. Tu as fait également... Francophone. En vrai, the vrai place to be c'est Montréal. J'ai déjà fait 3 fois. D'accord. Ok, merci d'avoir placé aussi ça pour dire que I'm this indeed. Et tu as fait la Cigale dernièrement, donc à ton dernier spectacle. Donc je peux honnêtement dire avec ce que je viens de citer que tu es donc un homme noir qui a réussi et qui fait ce qu'il aime, mais aux yeux de la société capitaliste dans laquelle on vit, oui. Tu as du succès. Mes questions sont les suivantes. Donc, la première question, c'est... Et pourquoi est-ce que je te pose cette question? Parce que comme Jay-Z disait, même si tu as $1 milliard, you still a nigga. C'est vrai. Donc, qu'est-ce qui reste difficile pour toi de réaliser aujourd'hui en tant qu'homme noir? En France, notamment. Puisque c'est ici que tu vis de manière permanente. Que je vis pour le moment de manière permanente. Voilà, après si je veux raconter ton business, vas-y. Non, mais qu'est-ce qui me reste à accomplir ici? Ou qu'est-ce qui reste difficile pour toi à accomplir, à réaliser, malgré qu'aujourd'hui, bon, tu vis de ta passion, tu as la notoriété, etc. Déjà, je pense que notoriété, vue de sa passion, tu sais, c'est de l'image en vrai. Hein. La plupart du temps, tu vas voir les gens, les humoristes, on dirait qu'ils vivent la best life. On n'est pas si riche que ça. Ah bon? Pas tous. Hein. C'est la hesse. Mais bien sûr, faut arrêter. Pour beaucoup, c'est la hesse, comme ils disent. Mais non, mais faut arrêter. Beaucoup te montrent la fast life et tout, mais c'est pas la fast life. C'est faux. Enfin, c'est faux. Tu vis bien. Ça, c'est clair et net. Tu vis pas à l'usine, quoi. T'es pas un ouvrier. Mais c'est pas non plus la fast life pour tout le monde, quoi. C'est la fast life pour ceux qui réussissent vraiment. Quand je dis ceux qui réussissent vraiment, c'est ceux qui font des tournées de Zénith, des choses comme ça. Mais en dessous de ça, tu vis bien. Faut pas s'imaginer à des oh waouh. Et vivre bien, ça veut dire quoi concrètement, Lenny, quand on sait que le SMIC est à 1 400 €, quand tu sais que les gens qui te disent en France qu'ils ont des grands salaires, c'est des salaires entre 3 000 et 5 000 €, et encore. Et comme tu as voyagé beaucoup dans le monde, si on prend par exemple les États-Unis, je veux dire, quand les New-Yorkais nous regardent sur les salaires, ils rigolent à gorge déployée. Ouais, donc ça veut dire quoi concrètement quand tu dis je vis bien, ou des humoristes qui ont réussi ou qui commencent à être connus vivent bien, ce n'est pas des gens qui travaillent à l'usine. Ça veut dire quoi? Alors, quand on était plus jeunes, quand on a commencé l'humour avec un pote à moi, Hugo, on se disait 2 choses. Ouais, nous, tu nous donnes 3 000 €, on vit trop bien. À l'époque, c'était il y a peut-être 10 ans. Hey, nous, tu nous donnes 3 000 € par mois, on est trop bien. C'est ce qu'on se disait. On disait 3 000 €, on les refait. Aujourd'hui, on les gagne, ces 3 000 €. Ok. Et on se dit encore, on regarde largement plus que 3 000 €. Et on se dit, non, mais en vrai, c'est que dalle.
En vrai, c'était que. Et je le vois, hein, c'est genre. Je le vois sans avoir de grosses. Quand je dis grande famille, c'est genre pas d'enfants, pas de trucs. Alors je me dis, ceux qui ont des enfants, mais ça doit être horrible. Alors que. Tu sais, ça me fait penser à l'époque où nos parents se sacrifiaient pour nous. C'est-à-dire que tu voyais jamais tes parents acheter des nouvelles fringues. Jamais tes parents. Tu disais, wesh. Moi, j'ai toujours des nouvelles fringues, de vos trucs, mais vous êtes toujours avec vos vieilles fringues et tout. Mais en fait, tu comprenais pas que s'ils ont leurs vieilles fringues, c'est pour pouvoir t'acheter des fringues. Bah là, je vais pas dire que c'est pareil, mais parce que ça va. C'est pas là non plus. Mais je me dis, si demain je veux des enfants et tout, ce que je gagne actuellement, c'est sympa, mais pour moi, je trouve que c'est pas assez. Tu prêches une convaincue. C'est pas assez. Et alors, surtout que là, aujourd'hui, on est dans l'ère de faut entreprendre, faut investir et tout. Bah ouais, tu te dis, j'ai envie moi aussi de. Parce qu'on pense tous, on se dit tous, on veut créer des royaumes. Créer notre royaume, c'est ma femme, mes enfants et tout. Mais créer des royaumes, c'est être stable, vraiment stable financièrement. Moi, franchement, je pense qu'un héritage se construit dans le temps. Et si tu veux construire un héritage dans le temps, il faut des bases solides. Et les bases solides, ça... Alors oui, on aimerait tous faire comme... Enfin, moi je dis on aimerait tous. On aimerait juste aimer, faire des enfants et voilà, on a ce qu'il faut. Mais en vrai, la vie, c'est pas ça, quoi. Surtout dans le monde capitaliste, c'est clairement le capital qui compte. Surtout dans le monde capitaliste. Et moi, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis un rêveur. Okay, et le problème, c'est que les seules limites au rêve, c'est toi ou ton porte-monnaie. Tu vois, ça veut dire que demain, moi je suis un mec, j'adore voyager. J'adore voyager, j'adore l'histoire. C'est les deux choses qui me... Et je me suis toujours dit, je ne veux pas me limiter à quelque chose quand ça touche ces deux trucs que j'aime, quoi. Et je me dis, mes enfants, plus tard, ils ont peut-être d'autres souhaits, d'autres trucs. Et je me dis, j'ai pas envie qu'ils aient des limites. J'ai pas envie qu'ils aient des limites. Donc, je veux qu'ils arrivent à un moment où ils soient... Et même, faut se penser aussi... Je me suis toujours dit, faut penser le jour où... Ok, demain, t'as un enfant. Tu décèdes. On sait pas comment ça arrive tragiquement. Tu laisses ta femme et ton enfant tout seul. Est-ce que tu as laissé assez d'argent pour qu'ils subviennent à leurs besoins au moins quelques années et qu'ils puissent voir, qu'ils puissent se poser? Ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est surtout ça en vrai. De se dire, je pars, mais je pars pas en me disant, j'ai laissé ma femme en galère, quoi. Ma femme et mon gosse en galère. Là, je sais pas ce qu'ils sont en train de... Enfin, je me poserai peut-être pas toutes ces questions. Mais en tout cas, de mon vivant, c'est les questions que je me pose. Je me dis, si demain il m'arrive quelque chose, je leur laisse quoi en vrai? Ouais. Donc, pour répondre à la question, parce qu'il faut pas qu'on perde le public. On a parlé de... C'était, qu'est-ce qui reste difficile pour toi aujourd'hui d'accomplir dans ta condition d'homme noir? Famille. Ok. Avoir une famille solide, je pense. Ça commence, hein. Ça se bâtit petit à petit, mais famille. Plus d'investissement, je pense. Encore sur le continent. Parce qu'on a déjà investi un peu, mais je trouve que c'est pas assez, quoi. C'est vraiment genre timidement, quoi. C'est genre, tiens, on verra ce que ça donne. Et j'aimerais vraiment... Oui, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Parce que moi-même, pour avoir commencé à investir, ce sont des mots de tête, les amis. Enfin, c'est pas une blague, investir en Afrique. Je pense que, bon, ça peut être un autre épisode, mais c'est pas une blague, les amis. Tu n'endors pas la nuit. Je sais pas avec qui t'as investi là-bas, mais moi, tu vois, j'ai investi avec mon père. Moi, c'est toute seule, mais au travers de ma mère. Moi, c'est ça. C'est au travers de mon père, mais quand je dis avec mon père, c'est au travers... Donc, dans ma tête, c'est je donne les rênes à mon père. Il n'a pas 20 ans, hein. Nos parents n'ont pas 20 ans. Non, ils n'ont pas 20 ans, ils n'ont pas le truc, mais c'est un domaine qu'il connaît. C'est pas, je ne l'ai pas lâché en mode genre, tiens, je te donne de l'argent. Non, c'est un domaine qu'il connaît. Donc, sur ça, je lui fais confiance. Il vient avec des compétences, je me dis... mais ça reste quand même ton daron qui gère, quoi. Quand on ton daron qui gère... Ok, fair enough. Donc, la famille, les investissements en Afrique principalement, ouais. Ces deux choses-là. Famille et investissement sur le continent, ça c'est clair. Ok. Et plus de voyages aussi. Oui, bon, ça, je pense que ça va avec la vie de tous les jours. C'est du BAU, comme on dit, business as usual. et juste, je pense que dans le métier que je fais, pour moi, j'ai l'impression que c'est jamais assez. C'est-à-dire que là, oui, je vis bien, mais le truc, c'est d'arriver au vivre très bien. Et c'est quoi vivre très bien concrètement? Tout à l'heure, je te l'ai dit, le vivre très bien, c'est faire des tournées de Zénith, faire des tournées de dates internationales, c'est ça, vivre très bien. Ouais. Donc le jour où je vois sur Instagram, Lenny, que tu affiches une date au Zénith, je vais mettre un commentaire, frérot, tu es arrivé. Exactement. Même pas une date au Zénith, parce que en vrai, c'est pas un accomplissement en soi, je suis pas fan de grosses salles comme ça. Mais c'est de se dire, tu vois, moi j'ai fait une tournée il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant,
C'était vraiment sympa, mais on visait que des grosses villes. Là où, quand tu sais que tu vis très bien, c'est que tu vas voir des fois dans tes dates de tournée des villes comme Saint-Symphorien ou je sais pas quoi. Tu sais quoi ces villes. Mais ils t'ont quand même demandé, ça veut dire que oui, bah là, tu sais que tu as vu très bien. Ok, je te le souhaite. Alors, deuxième question. Je l'ai dit au début dans la présentation, tu te qualifies comme étant humoriste panafricain. Je vais pas te demander ça veut dire quoi concrètement, parce que tous les autres confrères des podcasts l'ont fait et il faut aller regarder. Mais j'ai une question. Peut-on réellement être africain et être marié à une femme blanche qui, concrètement, le qui est important, qui concrètement, en fait, assume la colonisation, la traite négrière, je dis bien la traite négrière et pas l'esclavage, et qui est juste fière de ce qu'elle est, et donc elle n'est pas prête à aller vivre en Afrique, elle n'est pas prête à préparer du pundu ou des madessou, elle n'est pas prête concrètement. La question est posée bizarrement, alors je m'explique. Est-ce que tu peux être africain ? Tu l'es déjà africain ? Oui. Ça va pas de te mettre avec quelqu'un d'autre, ça va pas te changer, on va pas te dire bah t'as perdu ton titre. Ouais. Tu l'étais, maintenant tu t'es mis avec une blanche. T'as perdu ton titre, rends-moi ça. Non, maintenant, et je pense que cette question, je l'ai entendue dans beaucoup de débats. Alors, c'est pas pour dire non, c'est un truc, je sais que c'est une question que se posent beaucoup de gens. J'avais vu un débat, je crois que c'est les funérailles des tabous, comme ça, je crois. Je pense ça, je suis pas sûr. Mais en fait, je l'avais vu via la sœur La Péristocratie. Ok. Et en gros, c'était un débat sur est-ce qu'on peut être dans la lutte et être avec une femme d'une autre ethnie ou une autre Alors, c'est pas la même question. C'est peut-être un corollaire, mais c'est pas. Non, mais tu vas voir où je vais en venir. Ok. Tu vas voir où je vais en venir. Là où je vais en venir, c'est qu'elle elle prenait le point de vue de si tu veux avoir un poste à genre comme président, bah ouais. En vrai, oui, ou gros leader, comme ça, oui, il vaut mieux être avec une femme noire que... Maintenant, si c'est juste être militant, bah non, tu peux être avec qui tu veux, faire ta vie. Maintenant, là, dans la question que tu me poses, c'est quelqu'un qui est fier et qui assume. Est-ce qu'elle est fière et elle assume ? Parce que fière de dire, ouais, par exemple, mon père c'est de la noix ou un truc comme ça, oui. Elle est fière et elle assume. Après, c'est son histoire, quoi. Mais maintenant, si elle te dit, j'ai pas envie d'aller sur le continent, bah vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Si toi, en tout cas, t'as envie d'y aller. Tu peux pas être avec quelqu'un qui te dit, moi, je veux l'inverse de ce que tu veux. Quelqu'un qui t'aime, elle va pas te dire, je veux l'inverse de ce que tu veux. Moi, ça ne me tente pas ton truc. Okay. Bah, on n'est pas fait pour être ensemble. Ciao. Donc, la conclusion de ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut être panafricain et être marié à une femme blanche qui s'assume telle qu'elle est ? Oui. Ok. D'accord. Est-ce que tu as envie de savoir ce que moi, je pense ? Vas-y. Moi, je pense que, parce que je suis une amoureuse dans l'âme, ça reste de l'amour. On ne peut pas reprocher à quelqu'un d'être tombé amoureux d'une personne qui est complètement différente d'elle. Maintenant, une fois que ça c'est dit, j'ai aussi les yeux d'une panafricaine et d'une femme noire qui est extrêmement fière d'être noire. On est d'accord. Et je dis que pour des raisons économiques, ne serait-ce que économiques, il faut que l'argent reste entre nous. Ça, je suis d'accord. Et c'est uniquement sur ce point-là que je me dis que, ok, et puis je veux dire aujourd'hui, il y a pléthore d'exemples de couples qui sont puissants, qui sont noirs et qui ont de l'argent. Les hommes noirs, les femmes noires, on cite plus les exemples des beaux gosses et des belles gosses. Il y en a. Donc physiquement, on a de quoi faire également. Donc je ne comprendrais pas aujourd'hui pourquoi on ne tendrait pas vers une tendance couple 100% noir si on se dit qu'on n'est panafricain. Après, effectivement, il y a la variable de l'amour. Non, mais c'est surtout, c'est quoi être panafricain ? C'est-à-dire, est-ce que c'est être un leader panafricain ou là, pour moi, je dis que non. Bon, oui, clairement, pour moi, en fait, tu devrais être avec une femme noire ne serait-ce que pour l'exemple. Et quand je dis ne serait-ce que pour l'exemple, je t'explique. C'est pas en mode tu dois te mettre avec une personne parce qu'elle est noire, pour l'exemple. Non, c'est en mode ce que tu dis doit refléter ce que tu fais ou ce que tu es. Je suis d'accord. Avec toujours la variable de... On ne sait pas, les coups de foot existent. Oui, mais alors, je suis d'accord, coup de foot, mais dans ce cas-là, faut te mettre en retrait. Alors, j'explique pourquoi. Encore une fois, faut pas m'attaquer à la gorge. On va te mettre dans la sauce. Mettez-le dans la sauce. Ça, je connais autour de moi, dans ma famille, des couples mixtes, j'en connais plein. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est
dans la sauce. Non, le problème, c'est... T'es un exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui te regardent. Des petites filles, des petits garçons, des trucs, à qui tu dis H24 que c'est beau d'être noir, que c'est magnifique d'être noir, mais tu leur montres totalement l'inverse quand il s'agit en termes d'amour, que t'aimes ou pas. Encore une fois, comme je dis, c'est quoi être panafricaniste? C'est-à-dire que si demain c'est être panafricaniste à ton niveau, bah tu peux te mettre avec qui tu veux en vrai. Ça va pas changer. Maintenant, être un leader, être quelqu'un qui inspire la communauté, bah ouais, clairement, mets-toi avec quelqu'un de... Je suis partagée sur ce sujet. Ouais. Autant je comprends... Mais c'est comme les gens qui vont me dire, oui mais regarde Senghor, oui mais regarde François Non, Fanon, je parle pas de Senghor, de ça. Moi, c'est vraiment la variable où, tu sais, comme on dit en anglais, life is messy. Il y a des moments, moi aujourd'hui, je sais que Kémy Séba ne va jamais aller se mettre avec une femme blanche parce que c'est même parce qu'il l'aime, je pense. Déjà, mais oui. Voilà, mais au fait, ce que j'essaie de dire, c'est qu'un leader qui arrivait au niveau de Kémy Séba, par exemple, je prends Kémy Séba à titre d'exemple, qui a le courage de venir s'asseoir, de dire « Je suis extrêmement fière d'être noire. » Et en fait, mon background explique que je vis depuis plus de 20 ans au péril de ma vie. Je fais ce combat-là. Donc, concrètement, j'ai rien à prouver. Mais il s'avère que la vie peut te tomber dessus et je suis amoureux de cette femme blanche-là. Je l'aime. Ça s'arrête là. Mais personne ne t'empêche de l'aimer, je pense. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi, nous, qui sont extrêmement fiers d'être noirs et africains et afrodescendants, qu'on se dise, c'est possible aussi d'avoir ce genre de... Et qu'on leur tire pas, enfin... Mais tu m'as posé la question juste avant, je t'ai dit oui. Ok. Est-ce que j'ai dit oui? Maintenant, est-ce que c'est être un leader? Je pense pas que ça soit la meilleure des choses, encore une fois. Parce que de un, t'es un exemple, encore une fois, je te le dis, prends l'exemple de nos présidents, ok? On a plein de présidents africains. Non, mais ça, c'est pas des leaders. Non, mais je te donne l'exemple parce qu'ils ont, quoi qu'il arrive, quand je te dis leader, c'est qu'ils sont vus par des millions de personnes, par leur peuple. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des millions de petits garçons, des millions de petites filles, des millions de femmes, des millions d'hommes qui les regardent parce qu'ils se disent la réussite c'est ça. Moi je veux être comme mon président c'est lui qui réussit. Et quand tu vois c'est quoi la réussite pour eux, bah, c'est avoir une femme blanche à côté d'eux, c'est avoir des enfants clairs de peau. Et tu le vois dans tous nos pays, c'est fucked up. Il n'y a pas un seul pays où on n'a pas des problèmes de colorisme. Non, c'est vrai, mais alors... Ça en fait partie, ça fait partie de l'équation. On a beau se dire oui, non, c'est l'histoire, ok, mais il y a aussi, frère, ce que tu montres, quand t'es quelqu'un qui est un... Pourquoi l'image fait partie du package, hein. C'est pas un truc qui est dissocié. Et encore une fois, tout le monde va dire, ouais, tu donnes cet exemple, mais est-ce que t'as déjà vu un représentant européen, chinois, arabe, avec une femme noire? Je suis Pourquoi nous, on est toujours dans le « oui, mais il faut... » Non, c'est pas oui, mais c'est que en fait, on est aussi un peuple qui a prouvé dans son histoire qu'on était capable de faire preuve de compassion. C'est peut-être pour ça, tu me diras qu'on s'est mais on a toujours fait preuve de compassion et je pense que c'est intégré... De compassion ou de syndrome de Stockholm? Il y a deux choses différentes. Non, j'utilise mes mots. De compassion, de comprendre l'autre et de ne pas forcément voir le mal partout. Il y a ses il y a ses avantages et ses inconvénients. Moi, je dis juste, je partage à 99% ce que tu dis. Juste le 1%, c'est... Il faut laisser la porte ouverte quand même au fait que il y a des fois on ne choisit pas forcément les personnes que l'on aime tout simplement. Je connais le discours. Je suis totalement d'accord. Mais donc à toi de choisir. Il est peut-être là le truc. C'est ça. Voilà, il faut prier pour tomber sur une femme noire ou un homme noir. Mais non, mais c'est pas, je dis pas à toi de choisir l'homme noir ou femme noire. Non, c'est en mode genre, si vraiment t'aimes ton peuple et t'aimes ta cause, tu sais qu'il y a des choses que tu dois pas mettre en avant, peut-être. Moi, c'est le tu ne dois pas mettre en avant qui... Bon, on va pas passer... Quand je dis tu ne dois pas, c'est que c'est pas la meilleure idée, quoi. Ouais, assez de points. Déjà, mais moi, de base, je suis pas pour une mise en avant de ta vie privée. Déjà, de base. Je sais pas si t'as remarqué, quand tu vas sur mes réseaux, tu vois très peu de choses de ma vie privée, quoi. Donc, je suis pas pour mélanger les deux choses. Maintenant, quand je dis encore une fois, il y a des images, t'es président, tu peux pas cacher ta vie privée. T'es ministre, mais, moi, en tout cas, tout ce qui est artistique et tout, je suis pour mettre... Elle dit, ça, c'est mon métier, ça, c'est ma vie. Ma vie, c'est autre chose, je veux personne rentre dedans. C'est moi, ma femme, nos enfants, ma famille, mon père, mon cercle proche. Ça s'arrête là. J'ai pas envie que des gens, des inconnus, mettent leur point de vue sur ce que je vis ou sur ce que je ressens. Ça me...
D'où le fameux à toi de choisir, en fait. Ouais, de ouf. Ok. Encore une fois, je le dis, personne t'empêche d'être avec qui tu veux. On Maintenant, a compris. c'est On l'image a compris, Lenny. Non, mais c'est l'image que tu dégages, quoi. Ok. Alors, je continue toujours dans la même lignée. Alors, pourquoi est-ce que selon toi, toujours sur ce fameux les hommes noirs qui ont réussi, marient des femmes blanches, je vais te donner le contexte. Je suis fan également d'Edgar Yves, que j'espère avoir un jour dans le podcast. Et Edgar Yves s'est assis chez Philippe Simon et a été très courageux en disant clairement que lui, il s'avère qu'il préfère les femmes blanches parce qu'effectivement, au lit, son expérience, je dis bien son expérience, fait qu'il s'est toujours mieux épanoui au lit avec des femmes blanches. Donc ma question c'est, ton avis? Oui. Je donne juste le contexte de la question. Là, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de qu'est-ce que toi tu penses par rapport à la question suivante. Est-ce que tu penses effectivement qu'aujourd'hui, il y a aussi ce facteur sexe-là qui fait que, effectivement, tu as des jeunes garçons noirs ou des jeunes athlètes noirs qui préfèrent se mettre en couple avec des femmes blanches parce que tout simplement, qu'on le dise simplement, ce sont des chaudasses au lit. Bullshit. J'y crois pas du tout. Ok. J'y crois pas du tout. Je pense juste que c'est une excuse qu'on se trouve. Qu'est-ce qui différencie, à moins qu'elle ait des bronchies dans son vagin ou un truc comme ça, je vois pas ce qui... Non mais c'est vrai, en vrai. Ce qu'une femme noire peut faire, une femme blanche peut le faire, une femme chinoise peut le faire. Ok, il y a des attributs physiques que certains n'ont pas ou d'autres ont plus, mais tu vas pas me dire que oui, sur des chaudasses, frère, tu trouves les mêmes chaudasses dans les mêmes coins, dans n'importe quelle couleur. C'est l'excuse de dire ouais, au lit, là, c'est faux. Enfin, je vois pas... Ok, les gens vont dire peut-être le rite chez nous, tu vois. Mais sinon, je vois pas. Mais tu vois, mais c'est aussi con qu'une femme. Regarde, c'est aussi con qu'une femme blanche qui va dire moi. Regarde bien, hein, c'est à quel point c'est con. Si une femme blanche dit la même chose qu'Edgar Yves, elle dit moi, je suis plus les hommes noirs parce qu'au lit. Ils sont meilleurs. Demain, on va tous lui tomber dessus. Espèce de fétichiste, nanana. Donc là. Quel courage il y a à dire je préfère les femmes blanches parce qu'au lit, c'est plus ça. Quel courage, parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes noires et je pense que sur Internet, on va l'incendier. Mais c'est courageux de dire ce que peut-être plusieurs hommes noirs ont juste pas envie de dire. Mais il n'y a aucun courage à dire. Enfin, moi, je trouve ça plus stupide que courageux. Ah bon? Désolé, hein. mais c'est la même chose. C'est du fétichisme que t'es en train de faire. Je me mets avec des femmes blanches parce que au lit, c'est meilleur. Mais ça a été son expérience aujourd'hui. C'est comme si moi, je viens on est tous d'accord que demain, là, il y a une femme blanche. Elle dit la même chose. Elle dit je préfère les hommes noirs parce qu'au lit c'est comme ça. Oui. On va tous péter un câble. Donc non, pourquoi moi, dans le sens inverse? pas un câble en fait. Tu m'as compris. Oui, la masse va péter un câble. Tu viens de dire sur les réseaux sociaux, les femmes noires elles peuvent tomber dessus. Oui. Là c'est la même chose. Mais là quand tu dis tout le monde, tu m'inclus, c'est pas pareil. Non, mais quand je dis tout le monde. Communication. Tout le monde sauf toi. Non, mais tu m'as compris, les gens vont lui tomber dessus en mode genre mais t'es ouf, espèce de folle, t'es une fétichiste, là. Okay. Mais ok, on va dire mais l'histoire est pas pareille. Oui, mais c'est la même connerie, c'est au même niveau. Au niveau de la connerie, c'est la même chose pour moi. Ok. Donc pour toi, c'est bullshit. Les gens. Donc ma question est excuses. Les gens se trouvent des excuses. Point. Alors, il ne s'agit pas d'Edgar Yves, j'ai juste donné le... Je parle pas d'Edgar, c'est mon pote. Hein. Oui, aucun problème, aucune galère. Mais je veux avoir ta réponse, c'est pour ça en fait. Elle est là, c'est vraiment débile de se dire je préfère un tel parce qu'un tel au lit c'est mieux. Mais c'est pas ça ma question. Ma question est de dire, j'ai juste donné en guise d'exemple, ma question était de dire, est-ce que tu penses que ça peut être, par exemple, une des raisons pour lesquelles aujourd'hui... des athlètes noirs se retrouvent avec des femmes blanches. Si ta réponse est non, quelle pourrait expliquer ce phénomène-là? Parce qu'on le voit. Deux trucs. Soit il y a les gens amoureux. Ouais. Soit il y a les gens matrixés. Ok. Et pour beaucoup, on est des gens matrixés. Mais encore une fois, et parce que les gens on aime bien mettre l'accent sur les hommes noirs. On aime bien leur taper dessus, on aime bien dire ouais c'est votre faute et tout. Je n'enlève pas notre part de responsabilité, encore une fois. On a une grosse part de responsabilité, nos anciens ont fait des conneries, on a fait des conneries. Mais, et c'est là où je trouve ça magique, c'est qu'à un moment il faut arrêter, il faut comprendre qu'il y a des trucs de classe. C'est-à-dire que t'as la chose où tu sais que le footballeur va pas traîner avec monsieur tout le monde, madame tout le monde.
ok. Tu sais que le footballeur va traîner avec quelqu'un qui a au moins soit son niveau financier, soit son niveau je sais pas, scolaire, ou j'en sais rien, ou le cercle dans lequel il traîne. Ok. Si dans le cercle dans lequel tu traînes déjà, il n'y a pas de noir. Attends, je te dis pas que c'est pas trouvable. Je te dis que déjà, c'est les cercles dans lesquels tu traînes, il n'y a pas de noir. Comme pour une femme noire, qui traîne avec des blancs, la plupart du temps, bah, elle va finir avec un blanc, ou lui, il va finir avec une blanche. C'est dans la logique. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais j'écoute. Quelle exception? Moi. Et toi, mais je t'écoute. tu me donnes comme exemple? Tu me donnes comme exemple les footballeurs. J'en ai pléthore. Hein. Mais les footballeurs, même quand tu dis qu'ils traînent avec des gens, leur milieu fait qu'ils vont voir plus de blancs, c'est pas vrai. T'en as au moins 50% qui viennent du ghetto. Donc, Mais ils viennent du ghetto, est-ce qu'ils traînent avec eux? C'est la différence. Et même les gens du ils ont ghetto, moins des même les gens du ghetto, est-ce qu'ils traînent avec les filles du ghetto? La vérité. Est-ce que les gars du ghetto traînent avec les filles du ghetto? Les gars du ghetto, ils vont le soir à Paris pour essayer de taper de la petite parisienne. Ils traînent pas avec les filles du ghetto. Les filles du ghetto, si tu veux, c'est leur petite sœur, c'est leur grande sœur, c'est les filles qu'on respecte, c'est les filles, faut pas la regarder, mais ils traînent pas avec eux. Okay. Ou ils traînent avec eux à partir d'un certain âge. Mais sur le moment, les filles du ghetto, en vrai, ils traînent pas avec eux du tout. C'est un fait. D'accord. Je vois, je vis dans le ghetto. Donc je peux te dire. Les filles dans le ghetto. On va mettre ça sur la miniature. Je vis dans un coin du ghetto parce que je kiffe ce coin. Le coin, je le kiffe. C'est ce que je veux dire. Le coin, je le kiffe. Mais je vois mes gars, je vois les gars qui sont en bas de chez moi, je vois tout le monde. Tous les gens. On traîne pas ensemble. En vrai de vrai. Okay. On traîne pas ensemble. D'accord. Bon, je pense que tu as répondu à la question. Mais. Je reprends juste un truc après, on parle. Non, je t'en prie. Si on met la charge sur les footballeurs, parce qu'on aime bien mettre la charge sur les footballeurs, pourquoi on met pas la charge sur les actrices? Tu vois ce que je veux dire? Les actrices noires en France, excuse-moi. Mais... Il faut citer les noms, parce que il n'y a pas de nom à citer. Prends la majorité. Tu prends la première actrice noire que tu vois en noir. La première présentatrice. Aïssa Maïga, je ne connais pas son mari. Oui, bon. Moi, je quoi, qui sait. Ok, d'accord. Voilà. Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Donc là, ce que je suis en train de dire... Non, mais parce que, let's be clear. Tu vois, communication is our partner. Ce que tu es en train de dire ou de supputer... Oui. C'est que Aïssa Maïga a un compagnon, mais j'ai sorti le nom Aïssa Maïga. Mais les gens, ils font leur propre recherche, ils vont taper, ils font Aïssa Maïga compagnon, ils font leur vie. Maintenant, ce que je te dis, c'est que si on charge les footballeurs parce qu'ils sont avec des femmes blanches, autant charger aussi les actrices et les présentatrices de télé ou les femmes noires connues en France, parce qu'elles sont pas avec des hommes noirs non plus. À un moment, faut... Bah ça, on le voit pas, moi on le voit pas, bien sûr qu'on le voit, c'est juste qu'on n'a pas envie de le voir, il y a deux choses différentes. Pointer, encore une fois, je te dis, pointer l'homme noir en disant, voilà, il a fait des conneries, ok, je suis d'accord, mais il faut aussi regarder de notre côté et se dire, ah bah nous aussi, en fait, on fait des conneries. Les gens qui vont dire, oui, mais non, c'est en réponse aux hommes noirs. À un moment, c'est soit t'es plus intelligente que l'homme noir et tu passes par au-dessus, soit t'es aussi con et tu fais la même chose. Non, mais ça, on est d'accord. Pour ma part, en tout cas, j'ai pas... Tu parlais tout à l'heure d'exemples. Pour moi, je pense que ce qui manque aujourd'hui, c'est les exemples. Moi, je dis clairement, j'ai pas d'état d'âme à nommer les gens, parce que l'idée, c'est pas de pointer du doigt les gens, mais c'est de donner des exemples. Ah bon, on le fait un peu quand même. Non. Aïssa Maïga. Non, mais je prends le point du doigt. C'est pour donner des exemples concrets. Quand aujourd'hui, je te donne l'exemple de Edgar Rive, et que moi, je comprends et je trouve que c'est courageux parce qu'en fait, il assume point, en fait. Et quand toi, tu me dis, bah écoute, il faut être juste à un moment donné. Si on est tout le temps en train de taper sur les doigts des femmes noires, des hommes noirs, il faut faire la même chose pour les femmes noires à succès. Moi, je ne parle pas que des actrices, des femmes noires, point, qui ont du succès. Exactement. Et pour moi, aujourd'hui, je suis d'accord quand tu me dis les femmes noires à succès. Exemple, les femmes qui ont des hauts postes dans les entreprises, oui, elles sont mariées à des blancs parce que c'est ce que moi, j'ai des exemples concrets dans ma vie de tous les jours. Mais quand tu me parles des actrices ou des présentatrices, bah, si tu me donnes pas de noms concrets, bah, moi, je reste en fait... Écoute, je n'ai pas besoin de te donner des noms. Tu vois? C'est pas besoin de te donner toutes. Il n'y en a pas une. Ok. À part, comme ça s'appelle. Bon, les filles. À part Karine Gioc, je vois pas qui est avec un homme noir. Ok. Bon, ça s'arrête là. Ok. Si on doit faire la balance, on fait la balance, moi je suis d'accord. Mais encore une fois, je trouve que cette guerre, elle est... Enfin,
Cette C'est guerre pas entre une nous. guerre, hein. Mais si, c'est une guerre en vrai. Moi, je pose les questions. Non, mais c'est non, ce que le non, peuple non, mais veut je dis savoir. pas que toi, t'es en train de faire guerre. Je dis que c'est une guerre entre nous. Qu'on le veuille ou non, c'est une guerre entre nous. De ressenti. Et ça date pas d'aujourd'hui. C'est un truc qui est là depuis au moins le temps de l'esclavage, enfin de la traite négrière. Donc c'est un truc où à un moment, il faut se poser la question de ok, on veut nous diviser. C'est clair et net. Ça, c'est la base. On veut casser le socle de ce qui nous fait, c'est-à-dire la famille noire. On veut le moins possible montrer que toi et moi, c'est possible. C'est ce qu'on veut le moins possible. La majorité des gens veulent le moins possible que toi et moi on montre que c'est possible, que ça marche. Et en faisant ça, en nous mettant dos à dos, on ne fait que leur donner raison. On fait que faire ouais, bah toi, c'est le problème, non, c'est toi le problème, non, c'est moi le problème. Oui, mais les hommes noirs, oui, mais les femmes noires, oui, mais. À un moment, bah, encore une fois, les hommes noirs qui te montrent pas, il y en a d'autres, des hommes noirs qui te montrent, mais tu veux pas les voir. Comme les femmes noires qui te montrent pas, il y en a des femmes noires qui te montrent, mais tu veux pas les voir. Elle est là la différence. Parce que tu préfères montrer ce qui va pas plutôt que ce qui va, quoi. Toujours montrer ce qui nous divise plutôt que ce qui nous rassemble. That part. Je pense qu'on va finir sur ce point-là. Je pense qu'il faut qu'on choisisse effectivement de voir La sauce ce qu'on veut voir. Comment tu gères la notoriété aujourd'hui, justement comment tu gères cette notoriété-là quand on sait effectivement que derrière ça implique des vrais enjeux de santé mentale? Comment tu gères ça? Franchement, moi, je le gère bien. Pourquoi ? Parce que j'ai pas la notoriété, encore une fois, de gens qui vont sortir dans la rue et ils vont se tomber nez à nez avec des fans. Moi, je crois pas avoir des fans. Elle est là la différence. Moi, je pense avoir des supporters, des gens qui aiment ce que je fais, le travail et tout. Et c'est là où c'est très... Enfin, là où j'ai aimé le chemin que j'ai pris, c'est que oui, j'ai pu plus centrer les gens à dire regardez mon travail plus que la personne. C'est le travail qu'il faut regarder, pas la personne. La personne, on s'en fout. Donc, je pense que les gens, les gens me croisent dans la rue, ils sont respectueux de fou, que ce soit je te dis d'en bas de chez moi, je vois en bas de chez moi que ce soit mon boucher, des darons, des gens de la cité d'en face qui viennent te parler, respectueux, que ce soit dans le métro ou même dans des quartiers, la petite Sylvie ou le petit Marc qui me dit écoute, moi je suis peut-être pas noir mais ce que tu fais je kiffe et tout, à chaque fois c'est fait respectueusement, quoi. Donc je suis pas là en mode oh mon dieu non. Maintenant y a le côté aussi le revers de la médaille, mais quand tu choisis ce chemin, c'est le chemin que t'as pris, c'est les insultes, c'est les ouais mais ce que tu racontes c'est de la merde, ou c'est autre, mais c'est le choix qu'on a pris. C'est ça. Et donc justement sur ces choix là, parce que justement quand on est sur les réseaux sociaux, on a la vague de haine, etc. Ça fait partie du game. Tu me diras, mon reste, c'est des humains. Et moi, je suis toujours intéressée de savoir, in real life, parce qu'on a des hauts et on a des bas. Et franchement, moi, quand j'ai fini de me disputer avec mon chéri et que je vois un commentaire où on me dit, mais elle parle pas bien, elle est toujours en train de faire ça m'atteint plus que si je sortais d'un date avec mon chéri et que tout allait bien. Donc, quand tu es dans ces bas-là, comment tu fais pour gérer justement cette énergie négative-là? Tu te poses jamais la question de pourquoi ça te met mal? Parce que je suis déjà mal, en fait. Ah bah oui, c'est ça. Déjà, l'erreur, elle est là. Si déjà quand t'es mal, tu veux voir quelque chose qui va te mettre plus mal, oui, l'erreur, elle est là. Non, moi, ça m'atteint pas. Alors... mais non, mais je te promets que ça m'atteint pas. Mais non, mais c'est pas un truc... Alors peut-être que c'est différent. Nous, on est dans l'humour et depuis que je suis tout petit, c'est à base de vannes. Donc c'est que on va se vanner, on va truc. Donc maintenant, qu'il y ait des gens qui me connaissent pas, que je verrai pas le lendemain, si je croise dans la rue, je sais qu'ils baisseront le regard. Qu'est-ce que ça peut me foutre? En fait, c'est de leur donner de l'importance de ouf à ces gens. Moi, je te dis, hein, quand il m'arrivait mon histoire judiciaire, les gens sont venus me tuer sur les réseaux. En pensant que j'allais dire non, mais laissez-moi. Je dis, vous pouvez mettre ce que vous voulez, je m'en fous. Vous pouvez, allez-y, mettez à balle, parce que j'en ai rien à foutre de leur vie. Ils vont rien changer à ma vie. Vraiment, ça va ni impacter, ni changer plus. C'est des gens insignifiants pour moi. Okay. Ça me fera plus mal si c'est quelqu'un de ma famille, quelqu'un qui se tient, qui vient et qui pointe du doigt. Là, oui, je vais me sentir piqué, qu'un mec que je vais jamais. J'en ai rien à foutre. Écoute, bravo. Mais je te jure, tu devrais pose-toi là, de quoi tu verras la vie. Même quand tu vas faire ton taf, tu le feras plus légèrement.
Plutôt que d'avoir la boule au ventre en disant oui, mais ils vont vous dire quelque chose. On s'en fout. Non, mais j'ai plus la boule au ventre. Moi, c'est vraiment genre, dans les moments de bas, moi, je suis quelqu'un qui est toujours, bon, je suis focus sur ce que je fais. Et même quand j'ai des moments de bas, ça peut être des disputes, ça peut être des problèmes dans ma famille, etc. Je vais continuer à faire mon job, d'aller répondre aux questions ou d'aller regarder les commentaires. En tout cas, de regarder l'activité que j'ai sur les réseaux. Et c'est vrai que dans des moments où de base, je ne vais pas bien. Je vais pas mentir, ça m'atteint. Alors, au début, ça fait maintenant plus de 2 ans que je fais ça. Est-ce qu'au début, ça m'atteignait plus? Oui, maintenant, c'est-à-dire que concrètement, est-ce que ça m'atteignait 1 heure? 2 heures? Oui, au début, maintenant, ça m'atteint 1 minute, mais ça m'atteint quand même, tu vois. Et c'est normal parce que je suis humaine. Et en fait, c'est ce que... Moi, je pense que j'ai envie de savoir des personnes comme toi ou d'autres personnes qui viendront dans ce podcast. C'est à un moment donné, on est humain, tu vois. Donc, quand tu dis tu t'en fous, écoute, bravo, bravo. Je reste sceptique, mais bravo. Alors, déjà, première chose, et ça, c'est un truc que je pense que tu devrais faire quoi qu'il arrive. Quand t'es mal, même si t'as du taf, coupe. Tu feras jamais rien de bon ou tu diras jamais rien de bien sous la colère ou sous l'énervement, sous le stress. Donc, que tu coupes 2 heures de ton portable pour pas répondre à des questions, tu peux le faire, ça va pas de truc. Tu peux revenir dans 2 heures, avoir bien un verre de jus d'orange, avoir soufflé par là ton chéri qui t'a calmé et revenir et dire vas-y, en vrai, lui, vas-y. Oui, c'est ça. En vrai, c'est plus coupe avec les réseaux ou les questions ou les gens ou le travail. Absolument. Après, moi, la chance que j'ai, c'est un métier où je peux couper facilement et faire bon. Il y a ce point-là aussi. Allez, on avance. Penses-tu que le premier frein à la réussite des hommes noirs, tu vas me dire, mais tu es obsédé par les hommes noirs? Non, oui, je le suis. Penses-tu que le premier frein à la réussite de l'homme noir est son ego surdimensionné et son manque d'estime de soi? J'aime bien utiliser cette phrase de strong, loud and wrong. Oui, totalement. Non, mais t'as raison, totalement. Bravo, on a fini l'interview. Allez, non, mais alors, tu vois que ce soit... Tu vois que les hommes noirs, on a un vrai problème avec le couple. Et souvent, ça vient de nos insécurités. Ça vient de nos insécurités, ça vient de notre ego. On n'accepte pas ce que va dire madame parce que notre ego, on pense qu'il est plus fort. Et c'est ouf parce que tu te dis, comment tu arrives à rouler des mécaniques devant ta femme qui te dit des choses, mais quand tu es dehors devant Richard, tu te baisses, tu as les yeux baissés comme ça et tu te dis plus rien. Mais oui, c'est un gros problème. Tu sais, la dernière fois, on me disait, ouais, mais qu'est-ce qu'il faut pour que l'Afrique, la diaspora s'en sorte? Je dis, ce qu'il faut, c'est une armée de psychologues et de sociologues. That part. On n'a pas besoin d'armes, on a besoin de psychologues et de sociologues qui mettent des mots sur nos mots. Et là, le problème. Et je pense, tu vois, ma chérie, quand on a eu quelque chose qui nous est arrivé, qui nous a fait vraiment mal, on a eu besoin d'un psychologue. Elle vient des États-Unis, elle vient pas de France. Et il y a ce truc où, quand j'ai dit, ok, on va trouver un psychologue, elle me dit, ouais, mais je veux une psychologue noire. J'ai dit, putain, une psychologue noire en France, je vais galérer. Mais je la comprenais totalement. Parce que tous mes potes disaient, mais pourquoi elle veut une psychologue noire? Je dis, mais parce qu'elle a des expériences, des trucs. Elle veut quelqu'un qui la comprenne. Qui est passé par là ou qui a au moins étudié ça. Et je pense que les hommes noirs, c'est la même chose. On a besoin c'est pas une honte d'aller voir un psychologue et de pouvoir cracher ce qu'on a à cracher. C'est pas de pouvoir faire des remises en question. Le propre de l'homme, c'est de se remettre en question. Donc, je pense qu'on a un gros travail à faire sur ça. Mais ça va venir. Je te jure que ça va venir. Oui, je pense aussi. Après, je sais pas si toi et moi on sera encore vivants quand ils auront pleinement repris leur rôle. Mais regarde les générations de demain. Notre génération, alors on va peut-être dire notre génération, c'est encore un peu foutu. Mais regarde, moi j'ai tout le temps, il faut regarder la génération qui vient d'après. Il faut jamais regarder la génération dans laquelle tu es. Regarde la génération qui vient d'après. Tu sais très bien que ça va changer. C'est très bien que ces petits vont s'ouvrir. Tu sais très bien. Tu le vois de plus en plus qu'il y a Ils s'ouvrent, mais tu as encore un clivage. Ils sont pas tous ouverts. Tu as bien sûr effectivement des jeunes noirs, des jeunes garçons et des jeunes filles noires qui grandissent dans des milieux beaucoup plus privilégiés que leurs parents. Et donc ça permet qu'ils s'ouvrent un peu plus. Mais j'ai l'impression, et c'est pas pour généraliser ou tomber dans le stéréotype, même si le stéréotype est vrai, mais il est incomplet. Hein. Les gens, détrompez-vous, les stéréotypes sont vrais, ils sont juste incomplets. Mais on a encore une certaine partie des jeunes garçons noirs, des jeunes filles noires qui vont
perpétrer en fait ce manque d'estime de soi là. Je te dis pas que moi non plus je suis à 10 sur 10, c'est un travail pour moi qu'on fait sur toute la vie. Et nous, c'est encore plus profond avec tout ce qu'on a pu vivre. Mais voilà, d'où le fait que je dis, je sais pas si toi et moi on sera encore vivants quand l'homme et la femme noire auront pleinement repris possession de ce qui leur appartient, c'est le monde. Je veux dire, quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, à un moment donné, voilà, faut que les gens aillent regarder dans le dictionnaire la signification des mots. Tu vois ? Je suis d'accord. Ok. Next. Mais armée de psychologues, sociologues pour les hommes noirs. Non, je suis d'accord aussi. Next question. Alors, ça, c'est une question que je voulais te poser parce que tu es congolais. Donc, de la République démocratique du Congo, voilà, République démocratique, on peut enlever ça. Mais on sait que tous les Africains savent que vous êtes des grands pasteurs et des grands chanteurs. Et donc, je voulais juste savoir quel est le regard que tu portes justement sur le fait qu'on est dans un pays extrêmement riche, mais riche de pauvres. Et... C'est joliment dit. Merci. C'était pas préparé. Riche de pauvres et avec des grands pasteurs et des grands chanteurs. Je pense... Alors, mon problème, je pense, mon malheur, c'est d'être né dans une époque où il y a l'AES à côté. Non, mais c'est vrai. J'essaie de faire le lien. C'est notre bonheur et notre malheur, j'explique. C'est notre bonheur Okay. parce qu'on voit que ça change. Que c'est possible qu'il y ait une Afrique qui se réveille et qui n'a pas envie de se les faire. Mais c'est notre malheur parce qu'on regarde nos pays et qu'on fait, mais pourquoi les autres, ils sont pas pareils ? Sauf que je le dis souvent, on oublie un truc. C'est que le Mali, comme le Niger ou comme le Burkina Faso, mais surtout le Mali, sont des terres de panafricanistes déjà de base. Si tu as ce genre de pouvoir qui arrive en place, c'est parce que le peuple a bien voulu. Si le peuple ne veut pas que tu sois en place, crois-moi que tu ne seras pas en place. Le peuple a bien voulu que tu sois en place. Pourquoi ? Parce que c'est des peuples qui ont déjà une colonne vertébrale panafricaine, donc ils savent que quand des gouvernements viennent et te disent on vient avec une démarche panafricaine, ça va dans le sens. Maintenant, le Congo, c'est pas encore ça. Le Congo, on nous a endormis, on préfère nous endormir avec des concerts, avec de la boisson, avec l'église, avec les soirées, les fêtes. C'est notre importance actuelle. Je dis pas tout le monde, hein, mais c'est beaucoup ça. On va mettre beaucoup ça en avant. Et les gens l'ont compris, donc tout le monde vient profiter. Et quand tout le monde vient chez toi, tout le monde vient profiter, t'es plus maître de chez toi, en vrai. T'es plus maître de chez toi. Hein. T'as beau dire oui, Congolais, fier d'être Congolais, hein, mais t'es plus réellement chez toi. Ouais. Puisque t'es pas décisionnaire chez toi. Je suis d'accord. En vrai, t'es pas décisionnaire. C'est les Libanais qui décident chez toi, c'est les Rwandais qui décident chez toi. C'est tout... Mais pas toi. Mais justement, est-ce qu'en tant que Congolaise, ça te rend profondément triste ou t'arrives Congolaise. Congolais, pardon. Ça te rend profondément triste ou finalement t'arrives à un point où tu te dis, de toute façon, on nous vole depuis des années, voilà quoi. Ça rend triste, mais ça donne de l'espoir aussi. En vrai, moi, j'essaie de voir le positif au maximum, mais je me dis, ça donne de l'espoir aussi, c'est qu'il y a du travail à faire. C'est que le travail n'est pas fini. En vrai. Qu'il est qu'au début, qu'au commencement. Que tout ce qu'il y a eu avant, c'est que la première marche, en vrai. C'est ce qu'il faut se dire à chaque fois. Faut pas se dire, ouais, mais quand je regarde tout ce qui s'est passé... Non, faut se dire, tout ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que tu prends de Lumumba, allez, on peut prendre de Lumumba jusqu'à maintenant, c'est que la première marche. Waouh, si ce n'est que la première marche et qu'il y en a 10, d'où le fait que je te disais tout à l'heure, je pense que toi et moi, on ne sera pas de ce monde. Ah oui, ça c'est possible, par contre. Ok. Ça c'est fortement possible. Pour ça, oui. Alors, on passe à la deuxième partie. Donc, cette deuxième partie, elle va être consacrée concrètement à ta relation avec Kémy Séba. Pourquoi ? Parce que le peuple veut savoir, l'ami. Le peuple veut savoir. Alors déjà... raconte-nous pourquoi et comment tu rejoins Afrique Résurrection. Je rejoins Afrique Résurrection parce que 1 an avant la création d'Afrique Résurrection, Kémy Séba m'avait déjà parlé de ce projet en me disant écoute, j'aimerais faire un média fait par nous, pour nous. Je dis ouais, mais ça demande de l'argent, ça demande des moyens, c'est pas un truc que tu peux faire comme ça, quoi. Il me dit ouais, t'inquiète, je reviens.
is rich. Non, mais en gros, je dis non, mais c'est. Parce que souvent, on se dit, ouais, t'as Insta, maintenant tu peux faire des médias. Bah non, c'est pas que ça. Mais je lui dis, écoute, ouais, ça demande des fonds, quoi. Il me dit, laisse-moi le temps et peut-être que. Je dis, ok. Un an après, il m'appelle, il dit, écoute, tu te souviens ce que j'ai dit? C'est là, le projet est là, ça s'appelle Afrique Résurrection. Est-ce que tu veux être l'humoriste de la bande? J'aimerais bien que tu viennes. Je dis quasiment oui sans hésiter. Alors non, je dis pas ça non plus parce que je dis, est-ce que tu peux me laisser 2 petites heures? J'ai appelé mon père d'abord. Je lui ai expliqué. J'ai appelé ma femme. Je lui ai expliqué. Je leur ai tout dit, bon bah voilà, vous avez le topo. Est-ce que pour vous, parce que c'est ça aussi, c'est pas de dire, ouais, on le fait. Tu sais que derrière toi, t'emmènes déjà avec toi en fait, Bien quand tu sûr. dis oui. Bien sûr. Donc tu leur dis d'abord, voilà, voilà ce qu'on me propose, voilà qui me le propose, voilà ce qui peut se passer. Est-ce que vous êtes chaud, est-ce que vous n'êtes pas chaud? Mon père il m'a dit la phrase la plus simple, il m'a dit, est-ce que les médias occidentaux ils te proposent quelque chose? J'ai dit non. Il m'a dit, hop, pose pas la question. Et j'ai foncé. C'est très bien. J'ai foncé. Est-ce que tu as aussi accepté parce que tu aimes l'homme ou tu admires l'homme? Donc, Kémy Séba. J'admire la démarche parce que l'homme, en vrai, de vrai, je le dis souvent, avant l'expérience, avant que je le rencontre même au Bénin, je le connaissais pas vraiment. Enfin, je connaissais l'image de l'homme, je savais qui c'était, mais je le connaissais pas en tant que Kémy Séba, homme de tous les jours. Tu vois, qui tu es vraiment. Est-ce que tu es le gars énervé qu'on nous montre tout le temps à la télé ou est-ce que tu es autre chose? Et bah, ce temps-là a pu me permettre de découvrir l'homme aussi et que j'ai compris certaines choses. Donc, ok. ouais, bien sûr que j'ai dit oui parce que c'est lui aussi. Ok. Tu as fait... Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est bon. Ok. Tu as fait une vidéo récemment, donc suite aux événements qui se sont passés. Donc, je pense que c'est le 15 octobre que ça soit dans le Parisien ou sur France 24, ils ont publié dans ces médias-là que Kémy Séba avait été arrêté avec son bras droit. Depuis, il est sorti. Tu as publié sur ton compte Instagram ton soutien à Kémy et en même temps, tu en as profité pour dire que tu ne travaillais plus pour Afrique Résurrection. So what's tea? Les gens veulent savoir, que s'est-il passé? Rien. Les gens pensent toujours qu'il y a Lenny. Mais c'est fou. C'est fou, les gens pensent toujours qu'il y a un truc croustillant. Bon, tu me diras off camera. Mais non, il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Kémy, je peux l'appeler là, maintenant, je peux l'appeler... Il y a zéro embrouille. Eri, c'est pareil. C'est des gens que j'apprécie parce qu'ils m'ont donné une opportunité. Je peux pas avoir une embrouille avec quelqu'un qui m'a donné une opportunité. Il y a une embrouille si le gars m'a fait quelque chose. Il ne m'a rien fait. Le gars m'a toujours traité avec respect. Pourquoi j'ai arrêté? Parce qu'à un moment, ça faisait 1 an que je le faisais. Et à un moment, pour moi, j'avais fait le tour. C'est-à-dire que je voyais pas d'évolution, à part si on me disait, bah écoute, tu vas avoir un plateau télé, tu vas faire ce que tu veux et tout. Bah là, je vous aurais dit oui. Mais le truc, c'était, bah non, on continue à faire des vidéos, face cam, ce que je fais chez moi très bien tout seul. Et puis même, on m'a toujours dit, si tu fais quelque chose, fais-le avec l'envie. Si t'as pas l'envie et que tu fais à reculons, c'est jamais bon. Et j'arrivais à une période où je voyais que mes dernières vidéos, je le faisais plus à reculons. Et pas parce que j'aimais pas ce que j'ai, c'est juste que c'est fatigant, c'est travaillant, enfin ça demande du temps. Et j'ai dit et puis même je voulais me concentrer sur aussi ma période de stand-up. Je voulais préparer cette cigale, c'est un truc que j'attends depuis très longtemps. Je voulais que ça marche. Donc, quand tu veux que ça marche, tu te concentres à 2000% sur ça. Et c'est ça que j'ai dit. Je lui ai dit, merci franchement pour l'opportunité. Il n'y a aucune haine, aucune animosité. Tu ne m'as rien fait, je n'ai rien fait. On est toujours en bonne entente. Désolé les gens, c'est ce que vous pensez. Mais ouais, non, je travaille plus à Afrique Résurrection, pas parce qu'on est en embrouille. Je travaille plus à Afrique Résurrection parce que j'ai arrêté, parce que c'était mort d'arrêter. Non, mais c'est bien que tu aies clarifié. Je voudrais revenir sur un point. Tu disais que tu leur seras toujours reconnaissant. En tout cas, tu as du respect pour eux parce qu'ils t'ont donné une opportunité. Moi, je dis toujours, tu sais, dans cette histoire de Black Power, support Black business, je pense que quand tu apprécies vraiment une personne et que quand on dit que voilà, on veut créer du Black Power, il faut qu'on soit aussi capable de donner des opportunités, donc apporter de l'argent à nos frères et à nos sœurs. Est-ce que tu es dans le même cas? Donc moi, concrètement, quelqu'un qui me dit « Non, mais moi, Gigi, j'aime trop ce qu'elle fait et tout. » Bring me opportunities. Pareil pour une femme. Est-ce que toi, c'est pareil ou tu penses qu'il faut nuancer un petit peu plus? Non, moi, je suis pareil.
Alors, j'explique, c'est que partout où je fais quelque chose, je fais en sorte qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui me ressemblent. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, je le dis, si c'est pas nous-mêmes qui créons nos propres opportunités, faut pas attendre où on va encore pleurer pour qu'on nous donne des rôles, des places, quelque chose. Et à un moment, pour avoir des opportunités, il faut qu'on soit plusieurs. Et pour être plusieurs, il faut rentrer les gens. Donc quand par exemple, quand je vais avoir une scène, tu vois, j'ai un format Stigal, je vais demander à tous mes potes photographes noirs qu'il y a dans mon entourage, et bons aussi, parce que je vais pas dire juste parce qu'ils sont noirs, non, c'est parce qu'ils sont bons, je le sais, et parce qu'ils sont noirs, parce que je sais que, et c'est ce que je leur dis quand je leur dis, venez, je leur dis, je te donne une opportunité en espérant que toi, demain, tu donnes une opportunité à une autre personne. Tu vois. Bien. Pareil, quand j'ai fait l'européen, j'ai invité pas mal d'entrepreneurs noirs pour qu'ils viennent vendre et exposer leur truc avant le spectacle. Donc c'est 400 personnes qui viennent passer voir dans le truc et qui vont potentiellement acheter parce que tu vends des choses qui leur parlent. Et je ne leur ai demandé 0 €. Par contre, je leur ai dit en retour, le jour où vous serez une grande firme, le jour où vous allez peser des millions, n'oubliez pas que je vous ai donné une opportunité, une chance de vendre vos produits gratuitement sans vous demander d'argent pour vos stands. J'espère que vous donnerez cette chance, cette opportunité à quelqu'un d'autre. C'est pas genre j'espère que vous me le rendrez, non. C'est j'espère que cette chance que je vous ai donnée, vous la donnerez à quelqu'un d'autre, quoi. Que ce soit un passage de relais. Donc oui, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui me ressemble, mais ça marche pas tout le temps comme je voudrais, quoi. C'est vrai, c'est pareil pour moi. C'est plus compliqué que ça, mais on se bat, on continue. Ok, alors, dernière chose, bon, tu l'as dit, hein, parce que j'avais une question. C'est quoi ta relation aujourd'hui avec Kémy Séba ? Elle restera fraternelle. Et encore une fois, les gens me disent il fait la lèche à Kémy Séba. Non, moi je fais la lèche à personne. Je sais qu'il y a des embrouilles avec d'autres leaders. C'est pas mon dos. J'étais même pas né le jour. Enfin, j'étais peut-être né, mais je m'intéressais pas à ces trucs-là le jour où ils ont eu des embrouilles, tu vois. Faut arrêter de dire comme il est chez Africa Association, il est à Kémy Séba, il fait partie du clan du Kémy Séba. Pourquoi vous voulez faire des clans ? Je comprends pas. Moi, j'ai des problèmes avec personne. J'ai pas besoin de faire de clan avec tel leader, tel truc, tel directeur de production. Alors, je suis d'accord. Et en même temps, parce que plusieurs choses peuvent être vraies en même temps. Multiple things can be true at the same time. Tu choisis quand même ton clan à un moment quand tu décides d'intégrer. Par exemple, aujourd'hui, les personnes qui travaillent chez France 24, dans tous ces médias occidentaux, ils ont choisi leur clan. Et de manière générale, on choisit toujours son clan. Donc, je vois ce que tu veux dire quand tu dis qu'effectivement, il ne faut pas qu'on te mette... Tu as des problèmes avec personne, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu as décidé d'aller travailler pour Afrique Résurrection, donc pour Kémy Séba. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce que tu fais et avec aussi juste ton intégrité, est-ce qu'aujourd'hui, tu retravailleras avec Canal+, par exemple ? Non. That part. Donc, tu as choisi ton clan. Ouais, mais c'est différent. Regarde, parce qu'il y a des gens qui vont choisir leur clan pour pouvoir... choisir leur clan. Qui vont prendre des décisions pour pouvoir... En tout cas, c'est ce qu'ils vont donner, pour pouvoir trouver... ou pour pouvoir avancer dans ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais c'est OK. Je prends par exemple Alain Foka. Pendant longtemps, on lui a reproché d'avoir travaillé chez RFI. Mais regarde, aujourd'hui, il fait ses choses grâce à la notoriété qu'RFI lui a donnée, quoi. C'est OK, mais il avait déjà choisi son clan. C'est-à-dire que son clan... Mon point est juste de dire, Lenny, qu'à un moment donné, tu choisis ton clan. Que ça soit dans ton cœur ou affiché, mais tu l'as choisi. Regarde, oui, mais le fait de choisir un clan ne veut pas dire que tu vas être ennemi avec un clan... On n'a pas le temps de discuter. Kémy, il était en embrouille avec plein d'autres gens. Est-ce que je suis en embrouille avec ces gens ? Non. Kémy, c'est Kémy. Lenny, c'est Lenny. On est deux personnes différentes avec des visions différentes. C'est juste qu'on travaille dans le même but. En vrai, moi, c'est ça qui m'a aussi mis de l'entrain, c'est de se dire, on est des Noirs de la diaspora, du continent, différents, avec des façons de penser différentes, mais on sait que pour avancer, on va être obligé d'avancer ensemble. C'était ça, le truc. Et c'est ce que, dans ma tête, j'essaie de faire comprendre à grande échelle. Tu peux travailler chez un tel, tu peux être dans tel clan, tu peux choisir tel clan. À la fin, toi et moi, on est d'accord que la finalité, c'est que ça aille mieux pour nous tous. Je suis d'accord. Ok. On passe à la dernière partie de l'épisode. Allez, donc, dernière partie où là, tu as dit qu'on pouvait parler de tout. Donc, on va parler de tout. Alors, tu es visé par une plainte.
Euh, Non, tu n'es même pas visé. Tu Non, es parce qu'il y a pas de plainte. cité Oui, voilà. dans une plainte pour viol dont la victime est une ancienne régisseuse du Panam Comedy Club. Je sais que tu peux pas rentrer dans les détails parce que c'est effectif et c'est pas ce que je vais te demander de faire. Vas-y. Ma question, elle est juste simple. Aujourd'hui, je peux plus jouer au Panam Comedy Club? Oui, mais pas pour ces raisons-là. Ça va être... Ah, merci de me poser la question, ça va pouvoir me libérer un peu. Je suis cité dans une affaire de viol en réunion. J'essaie de prendre le terme exact. Bien sûr. Et moi, je suis cité en tant que possible complice. En gros, c'est est-ce qu'il lui a pas fait une passe D? Tiens, fais-toi plaisir. C'est ça le truc que la justice se pose. Que je te l'ai dit plus tôt, je peux pas trop en parler et tout. Maintenant, pourquoi je peux plus jouer au Paname? Pas parce que le Paname m'a dit tu ne peux plus jouer ici, c'est pas ça le truc. Il y a eu, je le dis, cette affaire elle est plus profonde que ce que les médias ont pu montrer. Comme d'hab. Mais c'est surtout que on voit l'affaire, mais on voit pas la guerre qui se passe derrière. En fait, l'affaire c'est qu'un dommage collatéral, si tu préfères. Dans la guerre qui est en train de se faire et qui se prépare. C'est le truc de... Faut comprendre que c'est des embrouilles entre comedy club, entre directeurs de comedy club. C'est tout un truc en fait qui est arrivé et les gens sont servis cette histoire pour pouvoir montrer leur petit cul. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu ne joues plus? Je joue plus parce qu'il y a une charte qui a été passée qui dit que tant que tu es dans une histoire et que ça s'est pas réglé, tu ne peux plus jouer. Dans les comédie clubs qui ont signé la charte. Une bonne partie des comédie clubs de Paris ont signé la charte. Donc, il fait que tant que l'affaire n'est pas dénouée, en fait, tant qu'il n'y a pas une fin à cette histoire, bah, je ne peux pas jouer. D'accord. Maintenant, on est malin. On sait où jouer, qu'il veuille ou non, on joue quand même. J'imagine bien. Mais donc aujourd'hui, concrètement, la plupart des comédie clubs t'ont cancel. Sur le papier. Oui, sur le papier, oui. Ok. Bon, on va avancer. Sur le papier, oui. Sur le papier, ils m'ont cancel. Ok, d'accord. Parce que they can cancel you. Non, c'est parce que je pense que beaucoup ont compris, quoi. Beaucoup ont compris la situation et ils ont compris le délire. Ils ont compris ce qui se passe derrière. En fait, c'est ce que je dis. Quand t'es hors de l'histoire et que tu fais juste lire le truc, surtout la version des médias, tu te dis, mais c'est des monstres. Maintenant, quand t'es dans le milieu du stand-up, le truc, on sait. Et c'est surtout les comportements des personnes. Les gens se niquent eux-mêmes tout seuls. En vrai. Bon, après... Ça donne envie d'aller dans le milieu du stand-up. Bref. C'est le milieu de l'artistique en vrai. C'est pas que le stand-up, c'est l'artistique en général. Tu vois, c'est des coups de pute qui se font que les gens se font entre eux. Maintenant, tu te retrouves au milieu, t'assumes, tu serres les dents, tu fais ce que t'as à faire, tu sais ce que t'as fait, ce que tu n'as pas fait. En l'occurrence, je sais ce que je n'ai pas fait. Ouais. Et t'attends la tête haute. Mais en fait, disons-nous les choses, parce que moi, j'ai lu la plainte, j'ai lu les articles. C'est d'une ambiguïté. Mais c'est de plusieurs ambiguïtés. Mais c'est pour ça que je dis... Pas possible. Mais comme je te disais, il n'y a pas de fumée sans feu. Mais en même temps, c'est voir un peu rocambolesque. Quand tu regardes, à la fin, moi, je reste sur ma faim en me disant, mais donc, so what, en fait? Quand l'histoire, quand c'est fini. En fait, c'est quand la juge elle aura décidé quelque chose. En fait, c'est ça qu'on attend tous. Quand ce sera fini et que les gens auront... Toutes les versions vont comprendre ce qui s'est passé réellement, je t'assure... Ok, on va avancer parce que ça relève de la justice et la justice fera son travail comme toujours. Alors, next question. Finalement, qu'est-ce que cet épisode de ta vie, et on va clôturer l'épisode dessus et on va passer après au jeu. Qu'est-ce que cet épisode de ta vie t'a appris comme leçon? Parce que c'est ça le plus important, je pense. Ça m'a appris, moi je le savais un peu déjà, en vrai, ça a juste conforté mon idée, que ces moments-là te montrent qui est là pour toi et qui ne l'est pas vraiment. Mais c'est bien, parce que ça fait le ménage pour toi en vrai. Pareil, ces moments-là prouvent aussi
qui sait ce que tu fais, le travail que tu fournis et comment tu agis, et ceux qui sont arrivés hier. T'es toujours ami avec l'autre humoriste qui est cité dans la plainte, oui ou non? Oui. Ok. Et qu'on se met d'accord, je suis pas en mode genre, oui, je le défends fermement. Non, j'explique. Cette histoire, elle date d'il y a 10 ans. Donc tu te doutes bien que pendant ces 10 ans, les gens ont pu s'expliquer, se réexpliquer, se désexpliquer. Si ça sort maintenant, c'est parce que ça arrange un groupe de personnes. Faut être clair et net, ça arrange un groupe de personnes. Donc ça sort maintenant. Maintenant, pendant ces 10 ans, il y a eu plusieurs phases entre lui et moi où, bah oui, il y a eu la phase où on ne s'est plus parlé, la phase où on s'est fait la gueule, puis il y a des phases où tu te dis, mais attends, pourquoi moi, je me permets de couper les ponts avec une personne, et ce qui est difficile parce que vous travaillez dans le même milieu, ça veut dire que vous êtes souvent sur les mêmes plateaux, vous êtes souvent dans les mêmes festivals, et ça met une ambiance quand vous vous parlez pas, quand vous calculez pas, quand vous... Donc c'est difficile. Mais je me dis, pourquoi je me permets de couper les ponts avec lui quand même la plaignante est restée pote avec lui? Tu vois ce que je veux dire? Et il est là le problème. C'est pour ça que je te dis, quand les gens ils vont... Et ça, je sais pas si j'espère que ça sortira après le 19 décembre, mais quand les gens ils vont comprendre l'ampleur du truc, ils vont capter, quoi. J'espère D'accord. qu'ils seront assez intelligents pour capter. Donc la leçon finalement pour toi, c'est tu sais maintenant qui est pour toi et qui est contre toi. Ça, et c'est la deuxième leçon, l'alcool, c'est pas de l'eau. C'est clair. Non mais bon, ça je pense qu'il faut pas faire HEC pour le comprendre, mais il faut le vivre pour le comprendre. Hein. Non, mais juste, faisons attention aux actions qu'on fait dans le présent parce que ça peut avoir des répercussions fâcheuses dans le futur. Alors Lénie, jeu en face de toi. J'ai pas à te présenter le jeu. Pas du tout. Ok, bah très bien. J'en ai un chez moi. Ok, très bien. Question rouge, parce qu'ici on est courageux. T'expliques pas aux gens ce que c'est quelque chose. Alors Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu en face de toi, oui, et je t'accompagne aussi. C'est un jeu que vous pouvez jouer avec donc votre compagnon ou votre compagne. C'est un jeu de cartes où il y a des questions, principalement des questions sur le couple, mais pas que. Donc, on vous mettra le lien comme d'habitude et allez franchement l'acheter parce qu'il est sympa. Moi, perso, j'ai déjà joué avec mon compagnon et c'est très bien. Lénie, je prends une carte. Comment ça se passe concrètement? Tu lis la question, tu y réponds. Et si tu veux que j'y réponde également, je le ferai, mais c'est principalement ta question, donc tu y réponds et je vais également prendre une question. Oh, waouh. Oh, waouh, waouh, waouh. Je lis ma question? Oui. La baisse de libido dans mon couple autorise-t-elle le libertinage? Faut que je réponde? Bah, je pense que tout dépend de si t'en as parlé avant avec ta partenaire ou pas, en vrai. Mais bon, si vous avez Lénie, une dis baisse... la vérité, s'il te plaît. Non, non, mais tu m'as demandé... La question, elle est simple. La question, c'est la baisse de libido. C'est que déjà, toi et elle, vous savez qu'il y a une baisse de libido. Oui. Ok. Maintenant, si elle te dit, je peux pas faire plus, ou j'ai pas envie de faire plus, ou vas-y, moi, ça me saoule, va faire tes bails ailleurs. Elle est d'accord, je suis d'accord, bah vas-y. Ok. Maintenant, oui, si tu fais ça en secret, on est d'accord. Si tu fais ça, truc, non, bah non. Discute avec ta femme avant ou avec ton homme avant, quoi. D'accord. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux être la maîtresse de quelqu'un? Moi? C'est ma question. Est-ce que je peux être la maîtresse de C'est quelqu'un? ma question. À toi? Oui. Écoute. Mais je peux te la poser. Des yeux de Attends. l'autre côté, Non. de l'autre côté de la salle. Tu sais quoi? Je vais te poser la question parce que j'y ai déjà répondu dans un autre, Ok. dans un autre podcast, dans un autre épisode. Est-ce que je peux être l'amant de quelqu'un, du coup? Absolument. Alors, aujourd'hui, non. Mais il y a un certain temps, je l'ai été. Et en vrai, c'est pas une super expérience. D'accord. Ok. Tu l'as été parce que tu l'as voulu, c'était consenti ou c'est parce que bon, tu t'es pas plus posé la question que ça? Je l'ai été parce que les choses se sont faites et que je l'ai su après, quoi. Genre, tu savais pas, Lénie. Au début, non. Ok. Au début, non, c'est après, quoi, j'ai su. Mais le truc, c'est que j'aurais pu dire, vas-y, on arrête là. Mais j'ai continué, quoi. Ok. Donc, et puis il y avait ce côté, ben, tu sais, forcément, quand t'es l'amant, c'est moins prise de tête, quoi. Absolument. T'as que davantage. Mais bon, à un moment, tu te dis, bon.
J'aimerais pas que ça m'arrive non plus. J'aimerais pas que un jour je sois le mec cocu. Donc arrêtons ces conneries. Je lui dis stop. Ok, ça marche. Est-ce que je veux prendre une deuxième carte ou je te donne ton cadeau et j'ai... Je vais prendre une deuxième carte. Ok, vas-y. J'espère que la question sera moins. Ok. Alors. C'est quoi cette question? Ça, c'est sûr, ça vient de toi. Tu tombes sur les nudes de ton ou ta conjointe avec son ex, tu fais quoi? Je pète un câble. Qu'est-ce que tu fous encore avec ces nudes? C'est surtout ça, quoi. Si tu me dis... Non, y a pas, tu peux rien me dire, en fait. Non, mais tu peux rien dire. Tu peux rien dire. Qu'est-ce que tu fous avec ces nudes sur ton portable? Point. Non, après, elle peut te dire bah écoute, je me prends en vidéo, en photo pour savoir si j'ai minci, j'ai grossi. Avec ton ex. Ah, avec ton ex, pardon. Ouh là là, là, c'est non. Ouh là là. Ouh là là. Et c'est différent de tomber sur deux nudes où c'est elle-même qui filme en disant voilà, je vais voir si j'ai minci, et de tomber sur une série, quoi. Ouh là là. Parce que là, tu te dis, ah ouais, tu te filmes souvent. En fait, si tu te filmes tous les jours de la semaine. Avec ton ex, déjà, c'est mort. Oui, avec ton ex, ouais. C'est ça. Bon, c'est la fin du game. C'est ça, c'est la fin du game, effectivement. Les questions sont vicieuses. Les questions sont sales. Alors, deuxième jeu que j'aime bien faire ici. Alors, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est de poser une question à l'invité pour savoir si, en fait, pour lui dire tout simplement, est-ce que tu as une question ou tu as une citation pour le prochain invité. Mais j'ai décidé de changer parce que dans la vie, il faut varier les plaisirs. Okay. Et donc, je voudrais te poser donc 2 points. Le premier, c'est une question. Qui voudrais-tu voir à ta place dans ce podcast prochainement et pourquoi? Qui est-ce que j'aimerais voir à ma place? Alors, je crois que j'ai déjà mon idée. Je dirais Théophile Obenga. Pourquoi? Parce que c'est peut-être le dernier vestige d'une époque qui nous reste et je pense qu'on devrait en profiter avant que cette personne ne soit plus là. J'ai eu la chance de discuter avec le professeur Kalala Omoutene, de passer même 3 soirs avec lui au Cameroun. J'ai appris énormément et il est mort quelques semaines après. Donc, des fois, il y a des clins d'œil des ancêtres qui font qu'il y a des gens que tu dois voir avant. Et Théophile Obenga, je pense que c'est... on prend pas assez conscience que c'est un des mecs qui a fait l'historiographie de l'Afrique, quoi. C'est un des mecs qui s'est mis... lui et Cheikh Anta Diop, c'est les 2 mecs qui ont fait notre fierté. Donc, il est encore vivant. C'est la chance qu'on a, c'est qu'il est encore vivant. Mais pour combien de temps? Et pour ça, il faut aller à Brazza en plus. Ah, faut aller à Brazza. Non, mais j'ai des connexions, je pense qu'ils le connaissent. Donc, oui. Donc, faut aller à Brazza pour le voir. Bah, je crois que maintenant, il habite à Brazzaville, quoi. C'était pas il est très vieux maintenant. Franchement, il doit avoir plus de 80 ans, quoi. Ok. Là, c'est un challenge que tu me mets de ouf, là. Waouh, ok. Mais c'est un des derniers... make it happen, hein. C'est un des derniers grands dinosaures qu'on a, quoi. Mais make it happen. Make it happen. Et deuxième partie, écoute, j'ai posé beaucoup de questions. Et ce que je me dis, c'est que c'est aussi bien que l'invité aussi puisse avoir l'opportunité de me poser 2 questions. 2 questions? Donc, oui, 2 questions. Ok. Voilà. La première question, c'est est-ce que tu aimes ce que tu fais est-ce que le chemin que tu as pris te satisfait? Le podcast, oui, c'est une passion que je fais. Donc, pour répondre à ta question, oui. Est-ce que tu veux que je développe plus? Développe, on a le temps, on n'a pas... Non, on n'a pas le temps. Non, mais j'ai plus le temps. Ah. Non, mais je développe rapidement. Pour moi, c'est important, tu l'as dit, de mettre en avant, de créer nos propres opportunités. Et moi, au travers, en fait, de ce podcast-là, l'idée est que celui ou celle qui regarde les podcasts se dise « Oh, ok, je découvre sous une nouvelle facette Lénie et j'apprends un peu plus, mais je pratique principalement l'esprit critique. » Parce que c'est pour ça que je te dis, moi, je suis une personne sceptique et je pense que dans notre communauté, si on développe beaucoup plus l'esprit critique, ça nous envers nous et envers les autres, ça nous aidera à beaucoup avancer et à régler beaucoup de problèmes. C'est moi-même qui produis, donc en plus, à produce des shit, je dis ce que je veux, j'invite les personnes que j'admire, soit par leur travail ou par leur personnalité. Et le podcast, pour moi, n'est qu'un début parce que je vais aller beaucoup plus loin. Donc oui, j'aime. Bah, tu vois bien, avec passion, j'en parle. Donc
ça se voit. Tout à l'heure, tu m'as posé la question si j'étais un homme noir accompli, si je me sentais comme un homme noir accompli, qu'est-ce qui me manquait en tant qu'homme noir accompli. Oui. Est-ce que tu te sens une femme noire accomplie et qu'est-ce qui te manque en tant que femme noire accomplie? Je ne me sens pas comme accomplie. Je pense qu'aujourd'hui, dans la société capitaliste, avec mon profil, donc mon profil, quand je dis mon profil, c'est aussi mes activités, on pourrait dire que je suis accomplie. Pourquoi est-ce que je ne suis pas accomplie? Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en capacité d'aider tous les miens. J'aide ma famille, mais quand je dis avoir une société de production, n'employer que des personnes issues des afro-descendants, vraiment créer de réelles opportunités pour les gens, je ne les ai pas encore fait. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, pour moi, je ne suis pas accomplie. Et deuxième chose, je ne suis pas encore mère. Et pour moi, ça fera partie de mon accomplissement parce que je veux... Sorry, bro. Je ne suis pas encore mère, mais c'est prévu et c'est un besoin que j'ai parce que si je construis tout ça, comme dit ma mère, tu vas les laisser à tes neveux, c'est pas tes enfants, hein. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc voilà, je ne suis pas encore accomplie, même si aux yeux de certaines personnes, je le suis. J'ai accompli beaucoup de choses, mais je ne suis pas encore accomplie pour les 2 choses que je viens de citer. Ok. Est-ce que je peux... Une dernière question? Une dernière, parce qu'il faut vraiment pas la dernière, elle est hein. vif. Ok. Est-ce que tu as aimé cet épisode? Il était super, vraiment. Donc Ok, merci. Merci d'être venu me donner de la force, frérot. Et c'est pas fini, il y a un cadeau, parce que tu n'es pas venu pour rien. Ok. Montrez-moi mon scooter. C'est donc une Lamborghini. Oh, waouh! Alors, je te dis pourquoi est-ce que j'offre des cadeaux. J'offre des cadeaux pour 2 choses. Déjà, faut pas que l'invité vienne pour rien. Mais au-delà de ça, je pense que c'est toujours bien de montrer de la gratitude et juste passer un moment sympa. Et comme en général, les personnes qui participent, c'est pas en général, toutes les personnes qui participent à ce podcast, j'ai une admiration soit pour le travail, soit pour la personnalité. Et donc, c'est pour ça que j'offre des cadeaux, tout simplement. Donc, je te laisse découvrir tes cadeaux et je vais te dire pourquoi j'ai choisi ces cadeaux-là pour toi. Il me plaît déjà. J'ai entrevu. Okay, d'accord. Je me suis dit j'allais t'ouvrir une bouteille de Jack Daniel, mais bon. Non, t'es ouf. Ça avait rien, je peux pas. Mais waouh. Alors, c'est une statue que j'avais chez moi. Pourquoi est-ce que je te la donne? Parce que lorsque j'ai regardé et lorsque j'ai préparé cette interview, je me suis dit, quand j'ai regardé cette statue, je me suis dit, il faut que je lui donne parce que tu es tellement fière d'être noire et tu as tellement cette volonté-là de changer la narrative, mais aussi comment dire, de juste porter la fierté d'un homme noir que je me suis dit, si tu l'as chez toi, bah à chaque fois que tu vas regarder ça et que tu le regarderas avec ta femme, tu te diras, bah putain, heureusement que je suis noire, quoi. Et donc, c'est pour toi. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Du coup, je me sens démuni là. J'ai pas de cadeau à faire en face, mais ça se fera dans un autre truc. La prochaine fois, c'est moi qui t'inviterai dans un autre truc. Je t'inviterai avec un cadeau. Mais en tout cas, ça me touche énormément. Et je suis sûr que ça va plaire énormément à madame. Elle kiffe tout ce qui est statuette et en bois en plus. Tu sais de quelle ethnie c'est ou pas? Ou de quel coin? Côte d'Ivoire. Ok. Ma mère est ivoirienne. Ok, c'est baoulé ça dans ce cas? Non, alors moi je suis BT. Okay. Bon, tu vois que je suis un peu chaude, on a le sang chaud, donc... BT, ouais, pas baoulé, je suis un ouf. J'ai un deuxième cadeau. Qu'est-ce qui se passe? C'est donc là la Lamborghini. Oh waouh, j'avais pas vu. Camara et l'enfant noir. Oh waouh. Tu connais? Oui. Tu as déjà lu? Oui, mais... Mince. Mais bon, redonne-moi le livre. C'est mort parce que le livre, je ne le trouve plus. Je crois qu'un ami à moi me l'a pris, il me l'a jamais rendu, il a disparu. Ok. Mais ouais, j'aime beaucoup le livre, quoi. Ok, bon, donne à une personne... Donner. Non, attends. Tu l'as déjà lu. L'objectif, pourquoi est-ce que je l'ai choisi? C'est parce que je suis guinéenne, Camara Laye est guinéen. Tout Guinéen qui se respecte a lu Camara Laye, l'enfant noir. Et donc, je me disais que si un jour tu allais en Guinée parce que tu aimes beaucoup voyager, ça pourrait être intéressant pour toi, ne serait-ce que de démarrer une discussion avec des personnes sur le sujet de l'enfant noir. Et en fait, ce livre, quand tu le lis,
pour moi, c'est juste l'histoire de tout, enfin, qui peut inspirer tout homme noir, qu'il ait déjà vécu en Afrique ou hors de l'Afrique. Ouais. Je conseille à tout le monde. C'est vraiment une tuerie. En plus, c'est ouf parce que je lisais un livre sur le syndrome post-traumatique. Ce qui est ouf. Et le gars cite ce livre. Oui. Oui. Donc, Mon mari a lu la partie un peu traumatique. Il m'a dit, mais c'est ouf! C'est ouf. Un peu dans le même mélange, je te conseille Les minerais de sang. Les minerais de sang, Les minerais de sang, c'est un journaliste français qui se rend au Congo pour en fait suivre la traçabilité des minerais et qui raconte tout ce qu'il a vécu sur le moment, des choses ultra traumatisantes. Et pareil, j'incite tout Africain ou descendant ou même personne qui s'intéresse à lire ce livre, quoi. Les minerais de sang. Les minerais de sang. Ouais. C'est noté. Merci frérot d'être passé me donner de la force. C'est sans problème. Et puis écoute, prends grand soin de toi et tu viens quand tu veux. Tu n'es pas cancel ici, mais tu m'as déjà dit they can cancel you. Un mot de la fin peut-être ou pas? Merci pour ta bienveillance et merci pour les questions et à très vite. Ça marche. Merci les amis d'avoir pris le temps de regarder l'épisode. Prenez grand soin de vous, on est ensemble et à la prochaine. Bye bye. Bye. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus!